Bonjour à tous et puis bonjour Sheba Akpokli. Merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. Donc, entrevue qui se déroule dans le cadre de l'événement de la PTCCB, le mois des fiertés, où nous rencontrons les personnes qui s'engagent justement et qui mènent des actions novatrices autour de la communauté LGBTQIA+, à travers le monde. Bien, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter et puis présenter également l'organisme dans lequel tu interviens ainsi que vos actions? Parfait. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir ici aujourd'hui. Mon nom est Sheba Akpokli. J'utilise le pronom elle, les accords au féminin. Je suis chargée de projet au Conseil québécois LGBT. On est basé à Montréal et le Conseil québécois LGBT est en fait un regroupement d'organismes LGBTQ+, qui travaillent pour les droits des personnes LGBTQ+, ou qui offrent des services aux personnes LGBTQ+, au Québec. Nous avons en ce moment un petit peu plus de 70 organismes qui sont répartis dans toute la province du Québec. Et ça fait 31 ans, cette année, en 2024, que le Conseil québécois existe officiellement en tant que regroupement. Puis, puisque je présente le conseil, souvent on nous demande pourquoi LGBT alors que l'acronyme est plus long, puis vous avez une portée d'action beaucoup plus grande que le LGBT. Fait que c'est juste, je pense, une question de... Ça va me prendre une autre assemblée générale annuelle et une décision des membres de changer cet acronyme. Ouais. Mais de façon plus large, on représente les organismes qui desservent les personnes de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres de manière générale. Fait que LGBT, mais on est vraiment plus large que le LGBT dans le fond. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, oui, alors c'est vrai que 31 ans, ça fait une belle longévité. Et juste rapidement, est-ce que tu as une petite notion justement de l'historique de ce groupement? Mhm. Comment est-ce qu'il s'était constitué? Dans quel genre de contexte? Ouais. À la base, c'était une table de concertation. Le nom un des noms initiaux là, parce qu'on a beaucoup changé dans le temps. Un des noms qu'on a pendant longtemps utilisé, c'était la table de concertation des gays et des lesbiennes du Québec, qui Mhm. était dans son identité, pas dans son identité, mais dans le nom encore moins inclusif que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Et que ça a évolué après dans les conversations où on a ouvert plus à d'autres communautés, on a commencé à représenter plus d'autres communautés, d'où le fait qu'on ait migré vers le Conseil québécois LGBT. Puis, aussi, il faut savoir que on a beaucoup évolué, le nom a changé souvent dans le temps, mais la mission aussi, je dirais, mais on a gardé quand même certaines parties de qu'est-ce qu'on faisait avant, notamment l'aspect de concertation. On a vraiment gardé ce volet-là, qui est aujourd'hui un des piliers importants de notre mission. Parce que si je veux revenir un petit peu à notre mission, ce que nous, on fait, c'est la défense collective de droits. On est vraiment dans tout ce qui est représentation politique, plaidoyer, représenter les intérêts des personnes LGBTQ+ d'ici pour nous assurer que les droits qui ont été acquis restent acquis et on ne perd pas, qu'on ne recule pas sur ces droits-là, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je vous apprends rien, par exemple. Si je reviens à la liberté d'interruption volontaire de grossesse, un droit qui avait été acquis depuis 1975, si je me rappelle bien de mes cours de droit à la faculté, puis qui a été remis en cause dans ce moment où on vit. Rien n'est acquis. Comme on dit dans la lutte sociale, il n'y a pas vraiment grand-chose qui soit acquis. Et quand ça touche plus souvent les femmes et les personnes des minorités qu'autre chose. Et je vais revenir à notre mission qui est la défense collective de droits, la représentation politique, le plaidoyer, la concertation et aussi le renforcement de capacité de nos membres qu'on fait au travers de divers projets qui sont des projets thématiques. Par exemple, le projet de la municipalité inclusive, dont je vais pouvoir plus vous parler Mhm. aujourd'hui dans le cadre de cette entrevue, ou encore d'autres projets sur l'accompagnement, les services en violence sexuelle, ou encore un autre projet qu'on a fait récemment sur les enjeux d'itinérance, parce que nos populations sont aussi très représentées dans les communautés des personnes qui sont en situation d'itinérance, justement. Donc, on a aussi ces diverses actions qu'on mène dans le cadre de projets. Puis, on a en parallèle le plaidoyer, la représentation politique, parce qu'il faut bien que quelqu'un ou qu'un organisme parle aux politiques pour influencer les changements et nous assurer que ben, nos intérêts sont véritablement représentés dans ces sphères-là.
Ouais, ok, tout ça, c'est des projets qui sont super intéressants. Alors, justement, toi, je crois que tu avais participé assez activement, justement, à développer bah, notamment tout ce qui était autour de l'inclusivité. Euh, Est-ce que tu pourrais, bah, si tu es OK, parmi tous les projets, on pourrait peut-être commencer par celui-là. Et puis après, je Oui. serais aussi intéressée qu'on puisse échanger sur la question justement de l'itinérance. Donc voilà, bon, pour les Français qui nous écoutent, qui sont peut-être pas familiers avec l'itinérance, en fait, c'est pour parler justement bah, des personnes qui se retrouvent malheureusement sans domicile fixe. Mhm. Et donc, bah, oui, c'est un vrai enjeu qu'on a là, du coup, de part et d'autre de l'Atlantique, j'ai envie de dire, avec beaucoup de personnes qui malheureusement se retrouvent exclues de leur famille et qui se retrouvent effectivement bah, sans avoir de solution de logement et bien souvent cumulent à la fois précarité, Mhm. stigmatisation liée à leur orientation sexuelle ou à leur genre, enfin voilà. Et effectivement, je pense que ça peut être un enjeu assez Oui, intéressant à discuter, quoi. Donc, 100%. vas-y, je te laisse la parole. Oui, j'ai été à la co-coordination du projet des municipalités inclusives, justement, parce que, en fait, si je veux te donner un petit peu l'historique de ce projet-là, on a beaucoup d'interactions avec les gouvernements, que ce soit le gouvernement fédéral, que ce soit le gouvernement provincial, mais on en avait très peu avec les municipalités, alors que dans la municipalité, c'est vraiment le premier palier politique auquel les personnes vont avoir le plus d'accès, qui va être le plus peut-être accessible, le plus, entre guillemets, facile à rejoindre. Mais ce qu'on a remarqué quand on était en train de penser ce projet-là, justement, c'est que très peu de personnes, incluant nos membres, incluant nous-mêmes, on connaît pas l'entièreté du fonctionnement des municipalités. On n'a pas nécessairement souvent ces opportunités d'interagir avec les municipalités, alors que souvent les municipalités, les villes ont quand même un certain pouvoir d'agir sur le quotidien des populations. C'est ce palier municipal là qui va être en charge des questions de déneigement, de transport, de logements sociaux, etc., etc. Fait que si on n'a pas ce contact-là, on a déjà un gros manque à gagner à ce niveau-là d'interaction et de changement. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant de penser à un projet qui, justement, soutient les municipalités pour les rendre plus inclusives. Parce qu'on s'est aussi dit, c'est sûr que les gens ne vont pas commencer le travail à partir de zéro. Il y a déjà de l'existant. Donc, nous, on va apporter à cet existant-là cette expertise sur les enjeux LGBTQIA de plus que nous possédons Mm. pour nous assurer que les enjeux d'inclusion, de représentation et de respect des personnes LGBTQ+, figurent parmi le dossier de travail des différentes municipalités. Donc, on est parti de là, puis on a designé un petit peu ce projet en trois parties. Mhm. La première étant de construire un guide de bonnes pratiques. L'idée de ce guide-là, c'était en fait de recenser un peu tout qu'est-ce qui se fait bien au Québec dans le contexte des municipalités du Québec pour justement pouvoir créer comme une saine compétition, je veux envie de dire, entre les différentes municipalités pour leur dire, ah, tiens, si telle municipalité a pu faire cette action dans le contexte québécois, vous pouvez également le faire. C'est sûr que vous allez Mhm. l'adapter à vos moyens, à votre sauce, mais c'est possible, ça se fait. Personne n'en est mort. Au contraire, ça a été positif pour tout le monde. Ouais. Puis nous, on est parti, on a recensé un petit peu, comme je disais, les bonnes pratiques du Québec, que ce soit, par exemple, une municipalité qui écrit son rapport annuel dans un langage inclusif, ou encore l'Union des municipalités du Québec, qui a été justement un partenaire assez intéressant pour nous dans le cadre de ce projet qui sort un guide de rédaction inclusif en langue épicène pour justement accompagner les municipalités ou encore l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec qui a participé à nos comités dans le cadre de la création de cet outil-là. Nous, on s'est dit que ce serait vraiment on a pris ces ressources-là pour parler un langage municipal associé aux enjeux LGBTQ+. Parce que on s'est dit que ce serait la meilleure façon que ce soit reçu. Et aussi, dans ce guide-là, on a voulu le rendre vraiment très pratique parce qu'on comprend aussi que ben, c'est aussi de la lecture. Puis parfois, les gens n'ont pas le temps de lire. Donc, ce qu'on a fait aussi dans cet outil-là, c'est on a proposé des recommandations qui sont vraiment déclinées par champ d'action. Par exemple, si vous travaillez dans le département des ressources humaines, vous avez des recommandations qui sont spécifiques pour les ressources humaines.
Vous n'avez pas besoin de lire toutes les autres recommandations pour trouver celles qui vous concernent le plus directement. Donc, il y a des recommandations en lien avec les enjeux de ressources humaines, en lien avec le développement social, en lien avec, voire même l'urbanisme, l'utilisation et l'aménagement de l'espace, ou encore en lien avec les communications. Parce que justement, les communications, c'est souvent ça la figure que les gens vont percevoir tout de suite en ayant affaire aux politiques, au public, aux villes. C'est vraiment comment est-ce que la ville se représente ou représente les individus dans ses communications. Si je vais à l'hôtel de ville, par exemple, est-ce que je vais voir une affiche inclusive ou ça va juste être pendant le mois des fiertés, puis après, il n'y a plus rien qui se passe ou... Donc ça, c'est comme toutes les petites affaires on a adressées dans cet outil-là. Puis on a aussi proposer justement des affiches qui sont détachables, que les gens peuvent juste comme enlever puis coller dans leur espace pour ces petits gestes qui démontrent de l'ouverture, qui ne coûtent pas de l'argent, qui ne demandent pas de faire une grosse rencontre de planification, mais qui font toute la différence pour les personnes que cela concerne. Si je vais à la bibliothèque, je veux un service, puis j'arrive et je vois une affiche sur l'inclusivité ou qui euh, suggère un accueil chaleureux envers les personnes LGBTQ+, ben, je me sens plus en confiance Mm. d'utiliser ce service-là. Vous voyez, comme c'est des choses ça demande un budget, mais c'est Ouais. faisable, puis ça fait une différence dans la vie des gens. Ouais. Et finalement, je pense que ça ne doit pas demander tant de travail supplémentaire que ça, finalement, parce que je pense que ça passe beaucoup par peut-être des petites touches, des petites choses comme ça, qui font Mhm. certainement toute la différence d'un point de vue psychologique et qui en soi sont peut-être pas si coûteuses sur le plan logistique, humain, matériel Non, ou financier, quoi. non, définitivement pas. Une des choses je m'avance un peu là, une des choses qui parfois constitue un défi, je ne veux pas l'appeler résistance, mais qui constitue un défi dans ce travail-là qu'on fait, c'est que les gens nous disent, ah, on n'a pas le budget pour ça, on a vraiment beaucoup de dossiers, on n'a pas le budget, puis il y a des urgences. Donc, nous, on était vraiment dans l'approche on vous donne du concret. Vous Mhm. n'avez pas besoin de réinventer la roue. Il y a déjà quelque chose qui existe. Prenez juste puis appliquez à votre contexte. Aussi simple que Ouais. ça. Puis, la deuxième partie de ce projet-là a été aussi un autre outil qui a été la trousse d'outils pour exercer son influence politico-municipale qu'on Mhm. a développé à la base pour nos organismes membres parce que, comme je te disais en début, on a vraiment peu de compréhension de comment est-ce que la machine municipale fonctionne. Donc, dans cet outil-là, on a démystifié un petit peu tout cet appareil-là, l'aspect politique du municipal, comment ça fonctionne, l'aspect plus administratif, si je veux faire une réclamation, si je veux aller intervenir à mon conseil municipal, par où je commence. Donc, dans cet outil-là, c'est comme très détaillé dans le fonctionnement des municipalités. On est même allé loin jusqu'à proposer des exemples de courriels. Si vous voulez rejoindre votre élu, prenez, copiez, collez, envoyez un courriel ou des histoires comme des démarches comme ça. Donc ça, c'était la trousse d'outils. Puis à la fin du projet, on a décidé de démocratiser cet outil-là, puis de le diffuser à tout organisme, toute personne qui serait intéressée à justement prendre contact avec sa municipalité parce que peut-être que les gens ont envie de d'entreprendre ces démarches municipales-là, mais ne savent pas par où commencer. Puis, l'administratif, généralement, en tout cas, c'est flou. Oui, C'est oui. flou, c'est compliqué à naviguer. Fait que si vous avez une personne ou un organisme qui vous donne des ressources plus ou moins concrètes, je pense que ça fait quand même un changement dans comment est-ce que, Mm. dans le rapport qu'on a avec ces institutions-là. Puis D'accord. la troisième partie du projet, qui a été celle qu'on a faite dans la dernière année, ça a été vraiment de prendre contact avec les municipalités, d'aller les démarcher, de leur proposer nos services en accompagnement. Donc, on a vraiment été très à la carte, en fait, dans cette dernière partie-là, où on allait vraiment avec les besoins spécifiques des municipalités. Donc, on a fait des trucs très divers qui étaient comme, on nous a demandé, ah, pouvez-vous relire notre politique de communication ou nos politiques de ressources humaines, ou pouvez-vous nous aider dans une planification stratégique ou les réflexions qu'on est en train d'avoir en ce moment pour une nouvelle politique de développement social. Donc, ça a été vraiment très varié, le type de soutien qu'on a offert dans cette troisième partie-là du projet. Donc, on a vraiment apporté notre expertise pour que l'inclusion puisse vraiment toucher nos communautés et que nous puissions être vraiment plus représentés dans tout ce qui est action municipale et services municipaux dans le fond. Ouais.
Franchement, je trouve que c'est hyper important, ce genre de choses, notamment, tu vois, la question de la représentation et de l'image, Mhm. parce que je me dis, à partir de là, on peut peut-être créer aussi un cercle vertueux avec pas mal de réactions en chaîne, parce que je me dis, bon, beaucoup de personnes ont encore des représentations très biaisées. Mhm. Euh, et effectivement, si on se retrouve confronté uniquement à du contenu médiatique, de communication, où soit on ne montre pas les gens, on les invisibilise, soit Mhm. on va montrer une représentation qui est complètement à côté de la plaque, bah, Ouais. automatiquement, les gens, s'ils ont de base une représentation biaisée, ça va renforcer leur représentation biaisée. Mais Tandis qu'à oui. l'inverse, si on montre plutôt bah, des représentations, déjà si on représente les gens pour démarrer, si on les invisibilise Effectivement. pas pour commencer, et ensuite si on les représente bah, voilà, d'une manière positive ou même simplement, j'ai envie de dire, bah, tels qu'ils sont en tant qu'humains, et ben, Mhm. peut-être qu'on a une chance effectivement de démonter ces biais. Ça va Mhm. être du travail de longue haleine, mais je Oui. me dis que on a en tout cas on est peut-être sur la meilleure voie en Mhm. commençant de cette façon-là. Surtout que finalement, bah, les médias, c'est ce qui nous touche aussi tous. Ouais. Euh, et comme tu dis, parfois, bah, il y a des gens, peut-être que la lecture peut être compliquée, peut-être qu'il y a des termes, ça va peut-être les rebuter parce que ça va leur paraître trop technique ou trop éloigné Mhm. de ce qu'ils, voilà, de leur vie quotidienne, tandis qu'au Ouais. contraire, bah oui, les médias sociaux, par exemple, Oui, oui. les images, tout ça, ça va toucher tout le monde, quel que soit notre background Mhm. éducatif ou autre, quoi. Donc, Ouais. tu vois, je me posais une autre question, tu vois, par rapport Oui. aussi à ce qu'on se disait. Ouais. Moi, malheureusement, j'ai le souvenir, beaucoup, bah, de faits divers où bah, des personnes se retrouvent en fait à être agressées et ça, pareil, comme je parlais de réaction en chaîne, bah, à partir du moment où on a notion que bah, dans certains quartiers, des personnes ont été agressées de façon totalement arbitraire, juste parce qu'elles se tenaient la main ou autre, bah, Mhm. automatiquement, les gens après ont dans leur esprit, et c'est logique, hein, la pensée de OK, je ne peux pas aller dans tel endroit ou je ne peux pas montrer qui je suis dans cet endroit-là parce que je vais me faire agresser. Donc automatiquement, bah, en gros, leur secteur géographique se restreint aux endroits Mhm. qu'ils estiment être safe, tu vois. Ouais. Euh, et ce qui est très dommage parce que quelque part, les gens bah, se retrouvent à s'auto-censurer et à limiter eux-mêmes bah, leur liberté. Et donc, je me posais la question de est-ce que justement vous avez travaillé un peu avec les municipalités sur ces enjeux-là? Et si oui, bah, quelles étaient un petit peu les pistes justement pour pouvoir bah, traiter ces enjeux autour de la sécurité et puis des espaces safe ou perçus comme non safe? Mhm. Euh, Une des choses qu'on a discuté avec les municipalités, justement, quand on parlait de la sécurité des espaces, c'était que les municipalités se positionnent aux côtés, déjà, pour commencer, des organismes qui travaillent pour les droits des personnes LGBTQ+. Mhm, Encore une fois, c'est pas des choses qui vont demander de l'énergie ou une planif. Ne serait-ce que repartager un post d'un ou des organismes de votre municipalité qui présentent une activité, un rapport ou quelque chose de, peu importe quoi, mais visibiliser cet organisme-là pour justement donner du soutien à cet organisme et se positionner par rapport à l'égalité de droits pour tout le monde. Ça, mhm, c'est une bonne action. C'est une action qu'on a recommandée aux municipalités dans un premier temps. Et dans le deuxième temps, c'est lorsque ces genres de choses arrivent, parce que malheureusement, on vit encore dans une société où ben, c'est ça qui est ça, ça arrive. C'est du travail de longue haleine pour qu'on en arrive à complètement éradiquer ce fléau-là. Mais malheureusement, ça arrive encore. Si ça arrive, il faut que la ville fasse un travail pour, dans un premier temps, former le service de police pour que ces personnes-là puissent avoir plus d'ouverture pour recevoir les plaintes qui vont justement être portées par les personnes qui désirent porter plainte. Parce que dans ce genre de cas d'agression, les gens ne vont pas à la police parce que ben, on a perdu confiance dans cette institution-là. Et cette confiance a besoin d'être reconstruite pour que les personnes puissent aller, avoir le courage, avoir l'envie de dénoncer ce genre de choses qui vont arriver. Et pour ça, il faut que ces personnes soient formées par les organismes justement qui ont l'expertise de ces enjeux-là pour avoir plus d'ouverture et pour savoir comment traiter ce genre de cas. mhm, Ça, c'est dans un deuxième temps. Puis une troisième chose qu'on a recommandé aussi justement par rapport à l'utilisation des espaces, c'est que, par exemple, tu vas voir que dans les personnes qui y vont le plus statistiquement, ce sont les femmes et les personnes des mhm, minorités qui prennent les marges, qui utilisent ces espaces-là, mais qui vont avoir tendance à moins les utiliser si ces espaces ne sont pas suffisamment éclairés.
Parce que la Mhm. ville, dans un premier temps, elle va avoir une approche universelle. On fait un parc, on offre de la verdure, un espace vert et sain pour tout le monde. Tout le monde peut en profiter. Ça, c'est une approche universelle d'offre de service. Mais tout le monde ne peut pas en profiter à partir d'une certaine heure, lorsque certaines conditions sont absentes. Donc, une des choses qu'on a aussi suggéré aux municipalités, parce que ça a été fait ailleurs, c'est d'organiser des marches exploratoires Mhm. qui sont faites par des organismes avec des personnes justement des minorités ou des personnes qui ont du mal à avoir accès à ces espaces-là, d'organiser des marches exploratoires avec ces personnes pour qu'elles puissent s'approprier cet espace-là, mieux l'utiliser, se sentir en confiance d'aller dans ces espaces-là et aussi à la ville, effectivement, d'améliorer les infrastructures autour de ces espaces-là. Parce que de manière générale même, quand il est tard le soir, est-ce que tu choisis de passer dans la rue la moins éclairée ou tu choisis de passer dans la rue la plus éclairée, déjà pour commencer? Donc, Ouais. il y a tout ça. Puis, vu qu'on en parle, il y a aussi un programme qui a quand même été intéressant, qui a été mis en œuvre par une des villes d'ici, qui était un programme de jumelage, justement, quand je parlais de reconstruire la confiance avec la Mhm. police. Ça a été un programme de jumelage où on mettait pour 1 ou 2 journées ensemble, une personne du service de police et une personne de diverses réalités, que ce soit une personne aînée, que ce soit une personne LGBTQ+, ou une personne immigrante, personne nouvelle arrivante, pour que justement l'agent ou l'agent de police puisse apprendre mieux des réalités de ces personnes-là, pouvoir mieux les desservir. Parce que aussi, si ces personnes n'ont pas la formation qu'il faut, on ne s'attend pas nécessairement à avoir un service compétent, un service de qualité, un service respectueux de ces personnes-là. Donc, ça a été comme toutes sortes d'initiatives intéressantes qu'on a découvertes dans le cadre de ce projet-là, puis qu'on a essayé d'amplifier au fur et à mesure avec les municipalités qu'on a rencontrées. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, en fait. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis finalement, effectivement, c'est des choses qui, en fin de compte, sont relativement simples. Oui. Parce qu'effectivement, par exemple, un jumelage, donc certes, ça sous-entend, bah, je pense, du volontariat, évidemment. Bon, peut-être de dégager peut-être du temps à l'agent qui va s'engager dedans, mais Mhm. finalement, ça peut avoir énormément de répercussions positives sur le long terme. Parce que, 100%. ouais, parce que du coup, bah, la personne, elle découvre aussi une autre réalité à laquelle elle n'a peut-être pas accès, Mhm, ou mhm. qu'elle suppose peut-être même pas, ça se trouve, à son niveau. Non, Et, effectivement. au- et automatiquement, elle peut peut-être être aussi un agent du changement et induire des bonnes pratiques Mhm, euh, mhm. et qui seront profitables à tous, quoi. Oui. Oui, généralement, quand on fait quelque chose qui va dans l'avantage des femmes et des minorités et des autres minorités, ben, ça fonctionne pour tout le monde. Mhm. Je ne sais pas si tu es un petit peu au courant de tous les débats qu'on a en ce moment au Québec à propos des toilettes universelles. Oui, oui, tout à Ouais. fait. Alors, On- après, j'avoue que je ne comprends pas forcément pourquoi est-ce que ça pose débat, justement. Mais bon. Ouais, je pense on n'a pas tous la même compréhension de qu'est-ce que c'est qu'une toilette universelle parce que dans la compréhension populaire, c'est ah, OK, des toilettes universelles, on va mettre les gars, les filles ensemble, puis la porte va pas être bien fermée, puis etc., etc. Sauf que à la base des toilettes universelles, c'est plus avantageux pour le contribuable parce qu'on va construire un seul bloc maintenant et pas en faire plusieurs Mhm. petits. C'est plus sécuritaire, ça contribue à réduire l'intimidation. Et oui, ça va être avantageux pour les personnes LGBTQ+, mais ça va être aussi avantageux pour la mère monoparentale et son petit garçon qu'elle va accompagner à la salle de Mhm. bain, le parent de l'enfant qui est trans ou toutes sortes de personnes qui ont besoin d'avoir accès à ces espaces-là. Dans le fond, ça fait juste avantager tout le monde, mais c'est ça. Ouais. Ouais, enfin, c'est très drôle parce que ça me fait penser à un truc, effectivement. Donc, moi, j'ai mon conjoint, j'ai ma fille, et effectivement, à chaque fois, il se sent super gêné lorsqu'il doit l'accompagner, bah oui, dans les centres Tu vois? d'achat et tout ça. Comme si soudainement, je sais pas, il allait commettre un énorme délit Ouais, alors que, bah non, c'est tout va ça. bien, hein. Voilà. Mais c'est vrai que, pareil, je parlais un peu d'autocensure, bah, peut-être que ça peut aussi lever, et peut-être que ça peut être Oui, aussi un facteur d'égalité, finalement, que ce soit pas oui, toujours oui. les mêmes qui se dévouent aussi. Voilà. C'est 100%, je suis 100% d'accord avec toi. C'est un investissement social, en fait. Puis, Ouais. ça va retomber sur diverses couches de la population. C'est pas que pour les personnes LGBT+. Ouais.
Dis-moi, est-ce que on pourrait parler un petit peu justement de l'enjeu de l'itinérance? Parce que comme je disais, ça c'est quelque chose qui est malheureusement qui se retrouve, je pense, à un niveau un peu universel, avec des phénomènes d'exclusion et puis de précarisation. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu là justement de ce que vous avez constaté vous à votre échelle et puis de ce qui est possible de proposer par rapport à ça? Je veux commencer par dire que c'est pas moi qui ai dirigé ce Oui. projet-là, donc j'ai peut-être un accès limité à l'information, mais je suis bien contente de partager qu'est-ce que je sais. Dans les constats, c'est qu'on a remarqué, c'est que nos populations étaient énormément présentes dans celles qui vivent de l'itinérance, parce que Mm. à cause de plusieurs autres différents enjeux, soit parce que ces personnes-là ont des revenus précaires parce qu'on est aussi très représenté dans les populations qui vivent dans la pauvreté, qui vivent en deçà du seuil de pauvreté, en fait. Donc, on a remarqué qu'on est beaucoup représenté dans les personnes en situation d'itinérance et que dans cette représentation-là, il y a beaucoup de représentations de personnes qui sont jeunes aussi Mm. dans cette catégorie-là. Puis, on a aussi remarqué que nos populations ne vont pas nécessairement vers les services qui existent en itinérance parce que ces Mm. services n'ont pas les aptitudes ou la capacité, la formation et les connaissances pour les recevoir et leur donner du service. Donc, nous, Ouais. qu'est-ce qu'on a fait? C'est on a fait d'abord une enquête pour voir c'était quoi les enjeux qui existaient. Puis à la suite de cette enquête interne-là, on a organisé un forum où on a invité les personnes qui étaient justement en situation d'itinérance puis qui voulaient ou qui avaient été et qui voulaient partager leur expérience. Puis les organismes qui travaillent sur ces questions-là pour avoir une conversation pour en fait mettre la table pour que les gens puissent dire, voici nos enjeux, voici qu'est-ce qu'on a besoin, pour que les professionnels puissent dire à leur tour, OK, voici qu'est-ce qu'on offre, voici qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour mieux vous desservir. Donc, c'était ça qu'on avait fait dans le cadre de ce projet-là. Puis, qu'est-ce qu'on suggère aux villes parce qu'elles ont un pouvoir d'agir sur les questions de logement, c'est que lorsque vous faites une liste prioritaire de populations qui peuvent avoir accès au logement, considérez aussi les personnes LGBTQ+, parce que Mhm. ces personnes-là vivent de la discrimination, vivent en deçà du seuil de pauvreté, puis ont aussi besoin de ces logements sociaux-là. Fait que lorsque vous faites ces attributions, prenez en compte, mettez un quota ou peu importe comment est-ce que vous fonctionnez, prenez en compte cette population-là aussi parce que les personnes LGBTQ+, sont partout. C'est des aînés, c'est des jeunes, Mhm. c'est des femmes, c'est des gars, c'est des personnes trans, c'est des personnes non-binaires, c'est des personnes immigrantes. Ce n'est pas un groupe homogène. On est très divers, on est partout. Fait que lorsque vous faites vos politiques en termes d'attribution de logement ou d'accès au logement, prenez en compte cette population-là aussi parce que nous aussi, on est dans le besoin, on a fortement besoin aussi des logements sociaux, étant donné toute la représentation de nos populations dans, dans celles qui vivent de l'itinérance. Mhm. Et je pense que ça, c'est une réalité qui est partagée aussi beaucoup avec la France parce que Mhm. bien que les réalités soient diverses quand tu vas d'un pays à un autre, mais c'est comme très... il y a des enjeux qui se rejoignent aussi beaucoup dans l'intersection LGBTQ+, pauvreté et situation d'itinérance. Ouais. Effectivement, et puis pareil, tu vois, quand on parlait de la question du logement social, alors ça c'est vrai, je pense pareil, je pense qu'on est tous confrontés, alors à des échelles et des intensités peut-être différentes, mais en tout cas, je pense qu'on est tous confrontés à ce qu'est la crise du logement, et Oui. notamment au fait qu'il y ait énormément de logements, soit restent vides pour des Mhm. raisons tierces, hein, voilà, euh, soit qui... euh, soit qui au contraire vont être un peu surchargés, entre guillemets, Mhm. avec des enjeux également de salubrité, de dignité aussi dans le logement. Et pareil, Ouais. je me dis, tu vois, on parlait de la question de, on n'irait pas forcément dans certains espaces si c'était pas éclairé, par exemple. Et Mhm. de Mhm. même, j'ai envie de dire peut-être aussi que si le logement social, il est situé dans une zone qui, symboliquement, est réputée Mhm. pour étant plutôt dangereuse pour certaines communautés, pareil, les personnes, malheureusement, Ils vont vont se pas. dire, voilà, je me préserve C'est ça. et je quitte à rester encore quelques mois comme ça dans une situation précaire, plutôt Mhm. que de me mettre en danger et de me Ouais. coincer, entre guillemets, quoi. Ouais, ouais. Et,
Et là, pareil, peut-être qu'il y a des représentations à adresser quand c'est juste une limitation symbolique, mais peut-être aussi qu'il y a une volonté politique avec des changements Mhm. à mettre en place lorsque, au contraire, c'est basé sur des choses très objectives, quoi. Oui, mais 100%. Moi, je pense qu'il n'y a pas, avec la volonté politique, il y a beaucoup Mm. de choses qui peuvent se faire. Parce que le défi, c'est de vouloir commencer à partir de quelque part. Et souvent, c'est pas, vous ne réinventez pas la roue. Si vous rendez vos politiques Mhm. intersectionnelles, vous incluez tout le monde. C'est tout ce qu'on dit. C'est ça le gros du message. Soyez plus intersectionnels, considérez les différentes couches d'oppression que les gens vivent, considérez plusieurs réalités. Parce que l'approche universelle dans les services, c'est bien. Mais si vous avez une approche universelle dans les services, vous manquez plusieurs autres réalités. Vous manquez de desservir une couche de la population qui n'a pas accès à ces services-là, justement parce que vous êtes dans l'optique universelle. Mm. Tout à fait. Bien, bah écoute, on arrive bientôt sur la fin de notre entrevue. En tout cas, merci beaucoup pour ces échanges. Ouais, c'était super enrichissant. Puis j'espère que ça va donner aussi des idées à nos auditeurs et auditrices. Et puis surtout, là, ça me donne aussi le sentiment que finalement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire aussi, non pas d'une façon top-down, c'est-à-dire bah, Mhm. la municipalité, le politique offre quelque chose, mais Ouais. à l'inverse, dans le sens bottom-up, c'est-à-dire bah, finalement des organisations de Mhm. personnes concernées peuvent aussi être force 100%. de proposition et puis peuvent faire bouger aussi les lignes. Donc Mhm. Mhm. voilà, j'espère que ça va avoir Définitivement. inspiré du monde, quoi. Ah, mais Euh, j'espère aussi. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, bah, écoute, j'ai envie de te dire, voilà, je te laisse le mot de la fin. S'il y avait, je dirais, quelques idées ou quelques dernières choses que tu aimerais transmettre un petit peu à nos auditeurs et auditrices, quelles seraient-ils? Déjà, merci beaucoup pour cette conversation. C'était vraiment agréable. Merci à toi de nous avoir contactés pour ça. On apprécie vraiment beaucoup. Les enjeux d'inclusion, c'est une passion. Donc, à chaque fois on a l'occasion d'en parler, ça me fait plaisir d'en parler. Puis, comme mot de fin, je dirais que il y a, il y a vraiment beaucoup de choses, comme je disais, qui peuvent se faire à petite échelle, à niveau individuel, à niveau organisationnel, ne serait-ce que dans la façon dont vous interagissez avec les gens, la façon dont vous communiquez. Il y a diverses façons d'écrire de façon inclusive. Mhm. Vous pouvez mettre un point médian ou etc. Si c'est trop loin de vous, utiliser des accords autres, ben, mentionnez juste tout ce que vous pouvez ou soyez juste inclusif dans vos communications, dans la façon Ouais. la plus simple de le dire. Soyez ouvert à apprendre et à désapprendre des réalités des autres parce que parfois on croit savoir, mais on ne sait pas. Mhm. Soyons prêts à apprendre et à désapprendre les réalités des autres, puis soyons prêts à créer de la solidarité pour justement ne laisser personne derrière, ne laisser personne de côté. Parce que le thème je pense, de la Journée internationale du 17 mai IDAO cette année, c'est Mhm. justement ne laisser personne de côté pour une égalité des droits, etc. Fait que c'est le moment d'agir pour les institutions comme les villes, c'est le moment d'agir pour les organisations qui militent là-dedans. Et je pense que avoir des conversations, oser avoir des conversations, puis oser commencer de quelque part, c'est un bon début. Parce que le Mhm. défi, c'est de se dire, ah, c'est trop loin de nous. Mais en réalité, quand vous regardez aujourd'hui dans la démographie mondiale, vous verrez que les personnes de la génération Z, les Gen Z, Ouais. s'identifient ou sont de plus en plus visibles comme étant des personnes queer. Puis c'est ça la génération de demain, ou en tout cas, celle d'après nous, là. C'est ça la prochaine génération. Fait que si on ne se prépare pas au changement, on risque d'être surpris par ce changement-là. Alors que si on prend des petites actions à petite échelle, à grande échelle, ou plus, peu importe, on fait de la place pour tout le monde, dans le monde de Mhm. maintenant, puis dans le monde de demain. Puis c'est ça qui va être notre réalité, ça risque pas de changer. Fait que Ouais. je pense que c'est le moment de regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'on ferait pour voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Puis pour les villes, si vous pouvez donner du financement à vos organismes locaux, vous allez voir que ça va faire une différence. Invitez-les sur les comités de travail où vous avez des conversations sur l'itinérance, différents types d'enjeux. Puis, puisqu'on parle d'actualité, j'espère que je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas où ça va se rendre, mais j'espère que le comité olympique a pensé à inviter les organismes LGBTQ+, pour prendre leur expertise pour justement savoir se préparer pour différents défis dans le cadre de cet événement-là.
Mm. Voilà. Et, ouais, écoute, je suis pas dans les petits papiers de ce truc-là, donc et voilà. Mais on peut espérer en tout cas, ou j'ose espérer en tout cas que si c'était, s'ils ont été conviés, qu'ils ont été conviés pour un vrai échange et pas Mhm. juste pour faire une annonce Non. de communication comme on sait si bien faire, qui ensuite ne donne Ouais. pas grand-chose à part se dire Ça, c'est le de défi. bonne conscience. Voilà. Mais super. Mais tu vois, enfin, super. Et puis pareil, tu vois, j'ai envie de dire, l'inclusion, je pense aussi que c'est un enjeu de santé mentale finalement, parce Mhm. que, voilà, donc on aura une personne dans nos invités qui parlera justement du stress minoritaire et puis d'à Mhm. quel point ça peut avoir une influence aussi après bah, sur le développement de troubles anxieux, de dépression, enfin, tout ça. Donc, je fais, je fais une petite annonce en 100%. même temps pour les prochains trucs. Mais je pense aussi, pareil, que peut-être si on était davantage inclusif, on pourrait peut-être aussi bah, limiter l'impact du stress minoritaire et peut-être Mhm. Mhm. qu'également, bah, on pourrait avoir une vraie action aussi préventive finalement C'est sur des sûr. enjeux de santé mentale aussi, quoi. Absolument. 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 Mais je vais garder l'œil sur cet épisode-là, puis quand ce sera disponible, n'hésite pas à me partager les liens. Ouais, Ça me fait bien sûr. un plaisir d'aller Merci. me documenter là-dessus aussi. Merci. Bien, bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé et puis bah du coup notre entrevue touchant à sa fin, bah merci encore d'avoir accepté et puis C'est à toi. merci également à toutes et à tous d'avoir suivi cette entrevue.